Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 137. Et pour ce numéro, je vous propose d'attaquer une petite curiosité quant à la possibilité de décomposer 1 sous la forme d'une somme de puissances distinctes d'un même nombre. L'énoncé précis du jour est le suivant, soit alpha, une valeur comprise entre 1,5 et 1. On aimerait alors démontrer qu'il existe un sous-ensemble de n étoiles, qu'on va noter ici m alpha, tel que la somme des alpha à la puissance m pour m dans m alpha va valoir 1. Et on va également se poser la question quant à l'unicité d'un tel ensemble M alpha, pour vérifier les propriétés donc demandées. Bien, j'ai donc 2 choses minimum à dire, peut-être d'autres choses me viendront en tête, mais déjà commençons avec ces 2 choses. La première, c'est comme d'habitude le niveau de cet exercice. Cet exercice peut très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire, voire même à des niveaux en deçà de la première année de classe préparatoire, donc voire même en terminale, à condition quand même d'avoir les connaissances de base concernant les séries et les suites. Je pense que c'est vraiment le minimum syndical, voire même juste les suites peuvent suffire. Avoir des connaissances sur les suites, ça peut vraiment suffire. Je demande quand même à voir un petit peu les séries juste pour pouvoir justifier le type d'écriture que nous avons, mais à part ça, vraiment, les connaissances de suite peuvent complètement suffire. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est en fait que cet exercice va initier une suite d'exercices assez importante quant à l'étude d'ensemble de racines, étant donné un ensemble de polynômes fixés. Donc en fait, on va fixer un ensemble de polynômes et on va regarder l'ensemble des racines des polynômes non nuls de cet ensemble et on va essayer d'en étudier un petit peu le comportement et notamment essayer de montrer deux, trois petites choses quant à peut-être une inclusion dans un ensemble particulier, quant à peut-être une question de dénombrabilité, une question de densité, etc., etc. Donc ça va être l'objectif des autres exercices qui suivront ce petit exo de colle. Alors oui, cet exercice-là, a priori, n'a complètement rien à voir avec ce que je suis en train de dire, mais vous allez voir plus tard, puisque bon bah, surprise, surprise, le résultat que nous avons ici va intervenir à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, je vais ajouter une troisième chose, à savoir qu'à la base, les 3 exercices donc que je vais vous proposer à partir de celui-ci, j'avais décidé d'en faire qu'un seul au tout début. Un seul exercice qui contenait énormément de résultats et de choses qui me semblaient très intéressantes. Et au début, je ne voyais pas vraiment quelle était l'utilité de le scinder en plusieurs exercices. Mais finalement, étant donné qu'il y avait beaucoup de choses à raconter sur ces différents points de l'exercice, je me suis laissé convaincre de découper cet exercice en un seul bout. D'ailleurs, l'exercice en question est un exercice qui est tiré d'un sujet oral XENS de cette année, donc l'année 2025, pour la filière MP. Voilà, comme ça, vous savez tout, ou presque, parce que vous ne savez pas exactement encore l'énoncé de l'exercice. Mais bref, sachez que voilà, cet exercice va faire partie donc de cette série d'exercices en lien avec un exercice tombé en oral XENS. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Je pense que non. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à faire une pause sur la vidéo avant que je ne vous donne la résolution de cet exercice. OK, j'espère que vous aurez essayé. Alors j'espère aussi que vous serez, amusés à faire des exemples, parce que je pense que c'est vachement cool comme exercice pour faire des exemples. Et là notamment, je vais en écrire quelques-uns, mais en tout cas un exemple qui me semble assez majeur, c'est, le cas où alpha égale 1,5. Ça, c'est un exemple assez important. Donc, quand alpha est égal à 1,5, pardon, on pourrait très bien dire, on pourrait très bien constater qu'en effet, la somme pour i allant de 1 à l'infini de 1,5 à la puissance i, ça donne bien 1. Et donc, ça veut dire que m 1,5, un ensemble en tout cas qui pourrait convenir, c'est prendre n 1,5 comme étant n étoiles. Voilà. Et puis, on peut essayer de s'amuser à faire un autre exemple. Alors bon, c'est vrai que c'est pas évident d'essayer de trouver des bons exemples sur lesquels on peut faire des sommes, des calculs de sommes faciles, mais c'est pas grave justement, il va falloir essayer de réfléchir à un mécanisme qui peut nous permettre de trouver un M alpha canonique qui pourrait fonctionner. Et donc, justement, on va travailler à un autre exemple beaucoup moins évident qui va être 2 tiers. Et voyons comment est-ce qu'on pourrait essayer de construire une série qui permettrait d'atteindre petit à petit 1. Alors pour atteindre cette série, on pourrait commencer par se dire, bon, voyons plutôt la soustraction. Voyons plutôt la soustraction, on dit on va commencer avec 1, et l'objectif ça va être d'essayer de diminuer petit à petit la valeur en soustrayant les différentes puissances que l'on a le droit de prendre de alpha. Donc là en l'occurrence, si je commence avec 1, est-ce que j'ai le droit de soustraire 2 sur 3?
La réponse ici est oui, puisque 2 sur 3, c'est plus petit que 1. Donc, je soustrais 2 sur 3. OK. Donc là, le résultat que j'obtiens, c'est 1/3. Maintenant, je vais regarder la puissance suivante. La puissance suivante ici, ça va me donner 4 neuvièmes. Et je vais me poser la question, est-ce que je peux soustraire à 1/3 4 neuvièmes pour rester positif? Oui. Pourquoi rester positif? Bah, tout simplement pour essayer quand même d'avoir un contrôle sur la somme que j'ai sous la main. Et éventuellement, en m'assurant de rester positif, si j'arrive à majorer par quelque chose qui tend vers 0 à la fin, bah, théorème des gendarmes et je conclus. Voyez? Donc ça peut être pas mal d'avoir déjà quelques petites contraintes sur notre construction. Et là, la contrainte que j'impose, c'est de rester positif. Donc est-ce que j'ai le droit de soustraire 4 neuvièmes à ce résultat? La réponse est non, puisque 4 neuvièmes, eh bien c'est trop grand, c'est plus grand que 1/3. Donc je ne vais pas mettre 4 neuvièmes et ça veut dire que je ne prends pas l'indice 2 pour la puissance de 2/3. Par contre, qu'en est-il pour la puissance 3? Bah là, pour la puissance 3, ça va marcher. Puissance 3, ça fait 8 sur 27, par rapport à 9 sur 27 qui vaut 1/3. Là, ça marche, et donc je vais enlever 2/3 puissance 3. Puis après, je refais le calcul, et puis je regarde ensuite la puissance suivante, puissance 4, puissance 5, puissance 6, etc., etc. Voyez donc le mécanisme qui a l'air de s'enclencher? Alors on va généraliser maintenant ce mécanisme. Je vais effacer ce que je viens d'écrire, en espérant vous avoir bien fait comprendre comment les choses allaient fonctionner. Et donc on est parti pour une résolution. Donc soit alpha, une valeur donc entre 1,5 et 1, et construisons la suite un telle que, deux points. Et bien je vais faire exactement ce que j'ai dit, u0 c'est égal à 1, et je vais définir un plus 1 en fonction de un de la manière suivante. Je vais dire que ça va être un moins alpha puissance n plus 1 si un est plus grand ou égal à alpha puissance n plus 1, et bah, ça va être tout simplement un, sinon. Simple. Bon bah voilà la suite que je veux considérer. Et maintenant, ce que je vais chercher à démontrer, donc on est d'accord que cette suite-là, ça correspond exactement à la soustraction de 1 moins les puissances de alpha qui m'intéresseraient. Donc là, en l'occurrence, les indices où on va avoir, donc si vous voulez, on pourrait écrire le résultat qui a l'air de se dessiner, ça serait de dire bah, j'ai un qui serait finalement égal à 1 moins la somme pour m appartenant à un certain ensemble grand M, qui serait peut-être notre M alpha, petit m plus petit ou égal à n de alpha puissance m. Et c'est quoi notre grand M? Eh bien, c'est les endroits où on a cette propriété-là. Donc, ça va être l'ensemble des petits m entiers naturels non nuls, tels qu'on a um qui est supérieur ou égal à alpha puissance... Alors, um-1, pardon, il faut le mettre dans ce sens-là, um-1 qui est supérieur ou égal à alpha puissance m. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, et cet ensemble-là, c'est clairement un ensemble, un sous-ensemble de n étoiles. Tout va bien. OK? Et donc maintenant, la question, c'est de montrer, est-ce que un tend vers 0? Donc montrons que un tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Bon, il est déjà clair que par construction, on est sûr que un est toujours positive. Par construction, pour tout n entier naturel, on n'a que un qui est positif. Ça, c'est clair. Parce que bah, à chaque fois, on va soustraire quelque chose qui est plus petit que un, à chaque étape, si on doit soustraire. Et si on ne soustrait pas, bah, on reste positif. Voilà. Donc, c'est assez évident. Bon, alors maintenant que j'ai dit ça, il y a une autre propriété qu'on va chercher à démontrer, c'est une majoration possible de cette somme. Et de manière un peu étonnante, on va pouvoir majorer cette suite par une puissance de alpha. Ça paraît un peu dingue, hein? Mais en fait, oui, on va pouvoir majorer par une puissance de alpha. Alors, bah, si on réfléchit un petit peu, on pourrait, en faisant les exemples, hein, donc là, notamment si on repense à l'exemple 1/2, ou si on pense à l'exemple 2/3 que j'avais commencé à faire, et si on s'était amusé à faire d'autres étapes,
eh bien, on aurait pu constater qu'en effet, on peut montrer que pour tout n entier naturel, un est inférieur ou égal à alpha puissance n. Et donc, on va démontrer ça par récurrence. C'est parti. Donc, récurrence. Tac. Alors, récurrence, eh bien, pour n égale 0, c'est évident. Bien sûr, parce que alpha puissance 0, ça fait 1, puis 0, ça fait 1. Donc, finalement, on a une égalité. Tout va bien. Et puis après, on a l'hérédité. Alors, je ne vais pas écrire les phrases, mais vous l'aurez compris, il faut déjà fixer un entier n naturel, et puis supposer que notre propriété est vraie à ce rang n, donc que un est bien inférieur ou égal à alpha puissance n, et il faut montrer ensuite que que un plus 1 est bien inférieur ou égal à alpha puissance n plus 1. Alors pour l'hérédité, donc on va avoir deux cas de figure. Si un est, alors je vais traiter d'abord le cas facile, si un est inférieur à alpha puissance n plus 1, bon, inférieur strict, donc c'est le cas sinon. Si on a ça, alors forcément, par construction, un plus 1 est égal à un. Mais un, on vient de dire qu'il était plus petit que alpha puissance n plus 1. Bon, bah voilà, c'est terminé. Donc, on vient de démontrer qu'en effet, un plus 1 est plus petit que alpha puissance n plus 1. Si maintenant un est supérieur ou égal à alpha puissance n plus 1, alors dans ce cas-là, on va pouvoir écrire que un plus 1, c'est égal par construction à un moins alpha puissance n plus 1. Or, par hypothèse de récurrence, on sait que un est plus petit que alpha puissance n. Donc là, je peux écrire, ça c'est plus petit que alpha puissance n moins alpha puissance n plus 1. Et ça, bah, c'est la même chose que alpha puissance n fois 1 moins alpha. Et là, il y a un truc hyper joli qui se produit. Je ne sais pas si vous le voyez. Un petit trick. C'est que alpha, c'est une valeur comprise entre 1 et 1 demi. Donc, 1 moins alpha, c'est plus petit que 1 demi. Et 1 demi, bah, c'est plus petit que alpha. Donc 1 moins alpha est plus petit que alpha. C'est pas rigolo, ça? Donc on a ça, et du coup, bah, ça veut dire que un plus 1 est alors inférieur ou égal à alpha puissance n fois alpha, donc alpha puissance n plus 1. Et ceci conclut la preuve de la récurrence. Bien. Bon, bah maintenant on peut conclure. Du coup, on a que pour tout n entier naturel, 0 est inférieur ou égal à un, est inférieur ou égal à alpha puissance n. Or, bah, la limite, quand n tend vers l'infini, de alpha puissance n, c'est 0, puisque la valeur absolue de alpha est plus petite que 1 strictement. Donc là, on voit qu'on utilise... Donc tout à l'heure, enfin juste avant, on a utilisé l'hypothèse qu'on était plus grand qu'1,5. Là, on vient d'utiliser l'hypothèse qu'on est plus petit que 1, strict. Donc ça tend vers 0, on est content. Eh bien, théorème des gendarmes. Ou des encadrements si vous préférez. Ça veut dire alors que la limite, quand n tend vers l'infini de un, c'est égal à 0. Rigolo quand même. Et maintenant, bah, qu'en est-il de la série qu'on va avoir construite? Donc la série qu'on a écrite ici. On va quand même s'assurer qu'elle converge pour pouvoir découper la somme. Et puis une fois qu'on aura fait ça, bah, on aura terminé. Alors oui, vous pourriez me dire que 1 est là, donc forcément ce truc-là doit converger. Bon, bah, ça marche aussi, c'est vrai. Donc je vais peut-être faire ça parce que c'est beaucoup plus simple. Donc grâce à ça, on a fini quoi en fait. Donc d'où la conclusion. En fait, on n'a rien à justifier de plus. On a donc 1 qui est bien égal à la somme pour m appartenant à un grand M de alpha puissance m, sachant que la convergence ici via la définition de un. Alors, vous savez que un converge, puis un c'est 1 moins la série en question, donc la série en question converge. Voilà, ça peut être une façon de conclure très rapidement. Bon voilà, on a donc terminé et démontré qu'il existait bien un m alpha qui vérifie la propriété demandée. C'est rigolo quand même. Alors maintenant, question, est-ce que nous avons unicité? Alors, il faut remarquer quelque chose concernant notre construction, et vous allez voir que
Bah ouais, malheureusement, on va pas avoir unicité. Alors c'est peut-être pas évident à voir, hein, peut-être que vous avez pensé essayer à montrer l'unicité et bah, si tel est le cas, je suis sûr que vous avez peut-être pensé au fait, enfin sûr et peut-être ça devrait pas être dans la même phrase, mais c'est pas grave. Je suis en tout cas assez, convaincu que vous avez peut-être vu le fait que si M était inclus dans M' pour des ensembles qui sont ici, alors vous avez forcément l'égalité. Et du coup, vous vous ramenez à un cas de figure où vous pourriez avoir M et M' qui sont pas l'un inclus dans l'autre ou l'autre inclus dans l'un. Il n'y a vraiment pas inclusion de l'un de l'autre. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir au moins un élément dans M' qui n'est pas dans M et au moins un élément qui est dans M mais pas dans M'. Et là, bah, c'est là où vient la difficulté et qu'on n'arrive pas forcément à conclure. Et c'est normal qu'on n'arrive pas à conclure parce que malheureusement, on n'a pas unicité. Et donc, bah, je vais vous montrer pourquoi on n'a pas unicité. Je vais peut-être le... Ouais, je vais peut-être le faire là. Alors, je vais vous le faire avec un petit exemple rapide. Après, on pourrait se poser encore plein d'autres questions, mais donc non-unicité. En fait, le trick, ça peut être le suivant. Prenez un nombre alpha, compris entre 1 demi et 1, de façon à ce que son carré soit également entre 1 demi et 1. Ça, c'est tout à fait possible. Par exemple, prenez 9 dixièmes, ça marche bien. Voilà. Vous pouvez en effet prendre plein d'autres nombres tant que c'est plus grand que racine de 2 sur 2. Voilà. Tant que vous faites ça, vous serez content. Donc, prenez un nombre tel que son carré est aussi dans cet intervalle, et du coup, vous allez vous retrouver avec deux décompositions possibles que vous pourriez écrire par rapport à ce même alpha. Vous pouvez l'écrire par rapport à la décomposition juste de alpha que vous avez trouvé, que vous avez construite, mais vous pouvez aussi l'écrire comme la décomposition donnée par son carré. Et bah, à cause de notre construction, ici dans notre construction, vous pouvez constater que nécessairement 1 doit être dans M. Donc 1, je ne l'ai pas très bien fait, 1 appartient à M. En effet, parce que à la première étape, vous avez forcément que alpha est plus petit que 1. Donc ça veut dire que vous allez forcément commencer par faire 1 moins alpha, etc. Et donc ça veut dire que dans cette somme, il y a forcément 1. Donc là, dans cet ensemble-là, vous allez forcément avoir 1. Alors que quand vous allez regarder son carré, son écriture avec son carré, et bien là, vous commencez avec 2. Vous n'avez pas 1. Donc, bah, c'est sûr que vous avez deux décompositions distinctes. Voilà. Maintenant, je vais l'écrire. Hein. Donc, soit alpha, alors bon, bah, je vais être explicite, hein, entre racine de 2 sur 2 et 1. Donc, ainsi, alpha carré appartient à 1 demi 1. Ah, ça va ça va tout seul. Et puis, une fois que vous avez fait ça, pardon, bah, vous pouvez écrire alors que 1, c'est égal à la somme de... donc, je vais essayer de l'écrire proprement. Donc, vous pouvez écrire que c'est M. Alors, il faut juste que je réfléchisse à bien écrire quand même pour ne pas faire de bêtises. Donc, en fait, je veux l'écrire par rapport à la décomposition de alpha carré. Donc, c'est ça. Donc, je vais faire M appartenant à grand M alpha carré. Donc, là, ça va me donner alpha carré à la puissance M. Voilà. Mais je peux aussi l'écrire selon la décomposition donnée par alpha. Donc, ça va me donner S appartenant à M alpha de alpha puissance S. Donc ce que j'ai appelé M alpha d'ailleurs, hein, je vais quand même être précis, c'est ma construction canonique. Hein, comme ça au moins on est OK. Et donc bah, vous pouvez alors constater que cet élément-là, bah, ça se réécrit finalement comme la somme pour L appartenant à tous les doubles des indices dans M carré. Donc 2 fois, c'est ça. Donc appartenant à 2 fois M tel que M appartenant à M alpha carré et alpha puissance L. Et cet ensemble-là, c'est bien un sous-ensemble, hein, donc vous avez à la fois M alpha, mais vous avez aussi cet ensemble-là, des deux M appartenant à M alpha carré, qui sont tous deux inclus dans N étoile. Donc ça marche, pas de problème. Et bah, comme je l'ai dit, bah, malheureusement, 1 appartient à la décomposition, entre guillemets, une décomposition, je ne peux pas vraiment dire là, mais une décomposition canonique que j'ai pu proposer. Je peux plus ou moins dire là parce que c'est quand même une construction précise de mon ensemble. Donc j'ai quand même une espèce de fonction qui a alpha associe M alpha. Donc, bon, permettez-moi de dire la canonique.
OK? Donc il y a quand même une espèce d'unicité par rapport à la construction étant donné alpha et ce que j'ai proposé. Mais malheureusement, il n'y a pas unicité par rapport à la propriété que je demande ici, puisque là, mon M alpha, bah, il y a un dedans, alors que cet ensemble-là, bah, il n'y a pas un dedans. Donc les 2 ensembles sont distincts et donc bah, c'est foutu. Voilà, terminé. Alors après, vous pouvez vous poser d'autres questions. Peut-être est-ce qu'il faut ajouter d'autres conditions pour avoir unicité? Peut-être, est-ce que si je prends alpha compris entre 1/2 et racine de 2, on va peut-être avoir unicité? Qui sait? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter des conditions en disant: «Bah, je veux que 1 soit dans M pour que la décomposition soit unique»? Alors ça, je pense qu'il y a peu de chances que ça marche, à mon avis, mais c'est vrai que ça peut être une question qu'on peut se poser. Voilà. Bref, je laisse le reste à débat parce que bon, bah, il y a pas mal de petites choses qu'on pourrait ensuite faire par rapport à cet exercice et peut-être se poser la question quant à une unicité, d'une telle décomposition, en ajoutant des conditions sur M alpha. Voilà, ça peut être assez sympa. Mais bref, je pense que je vais m'arrêter ici pour cet exercice. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fait toujours plaisir de discuter maths avec vous. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne. Aussi de liker, hein, ça fera toujours plaisir ça, et puis ça motive. Bref, ici, ce sera pour me soutenir. Ici, ce sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette et de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve donc très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous.